You are listening to Edition Mics. Ready to impact. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Edition Mic et au JNAF, le Global Entrepreneurship Week. Comme vous le savez sûrement, la vision de notre club ETIC est de rapprocher l'étudiant du monde de l'entreprise et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, dans un de l'épisode et les épisodes qui vont suivre, nous allons parler de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est un concept qui a révolutionné le monde technologique et industriel et qui continue à le faire. Mais qu'est-ce que l'entrepreneuriat ? Très brièvement, c'est le processus de création et de développement d'une ou plusieurs entreprises ou start-up par un ou plusieurs personnes appelées entrepreneurs. Dans ce podcast, nous avons l'honneur d'inviter Monsieur Nourdine Taibi. Bienvenue parmi nous, monsieur. Monsieur Taibi, vous êtes, et corrigez-moi si je me trompe, cofondateur et CEO de Yassir, une application de transport de personnes et de livraison innovante. Elle a émergé à partir d'Alger en 2017. Diplômé de l'école de Polytechnique d'Alger, vous avez ensuite obtenu un PhD en ingénierie électrique à l'université de Stanford. Et c'est par la suite que vous êtes devenu serial entrepreneur en créant d'abord votre première start-up Instance à San Francisco. D'abord, la première question, c'est comment avez-vous décidé de devenir entrepreneur ? C'était quoi qui vous avait laissé un entrepreneur ? Oui, tout d'abord, merci pour l'invitation, ça me fait très plaisir d'être avec vous. J'aime bien avoir ces discussions-là, surtout avec des étudiants. Bon, je l'étais il y a pas trop longtemps, même si c'est plusieurs années et le temps passe vite. Donc encore une fois, c'est un honneur et un plaisir. Écoute, pour être entrepreneur, ce n'est pas venu du jour au lendemain, en toute honnêteté. Dans mon cas, ça a pris du temps. Et il y avait, disons, plusieurs facteurs qui m'avaient poussé à le faire. Peut-être que je commencerai par donner un petit peu plus d'aperçu sur mon parcours et qui permettra peut-être de répondre d'une manière directe ou indirecte à la question. Donc comme tu l'as dit, je suis diplômé de l'école Polytechnique d'Alger et juste après avoir fini mes études, je suis parti aux États-Unis pour poursuivre plus d'études et j'ai fait mon doctorat à l'université de Stanford. En fait, c'était et en génie électrique et en computer science. Donc c'était les deux spécialités. Et il faut savoir que Stanford c'est considéré comme le lieu de naissance de la Silicon Valley. En fait, Stanford se trouve, même si aujourd'hui le campus en lui-même est considéré comme une ville en elle-même, il se trouve principalement dans une ville qui s'appelle Palo Alto, qui est la capitale de la Silicon Valley. Donc, c'est juste une banlieue de San Francisco. Et pourquoi je dis Stanford est le lieu de naissance de la Silicon Valley? C'est que durant les années 40, surtout juste après la Grande Dépression qui a touché le monde et beaucoup plus spécialement les États-Unis, il y avait en fait le doyen de la faculté du génie ou de l'engineering qui s'appelait Thurman. Qui voyait qu'il y avait pas mal d'étudiants qui sortaient de l'université dans tout ce qui était engineering qui trouvaient pas de travail dans la région de la Silicon Valley. Enfin, ça s'appelait pas la Silicon Valley dans le temps. En fait, c'était une région qui était beaucoup plus connue pour tout ce qui était agriculture qu'autre chose. Et donc, du coup, ces étudiants-là partaient vers la côte Est pour trouver du boulot. Donc même si l'université dans ce temps-là avait une très bonne réputation d'un point de vue études, elle manquait, disons, d'infrastructures pour pouvoir permettre à ces étudiants-là de rester dans la région pour pouvoir trouver du boulot ou même de l'entrepreneuriat. Donc, ce qu'il avait suggéré, en fait, c'est que il avait pu convaincre les dirigeants de l'université
de commencer à financer des étudiants qui voulaient créer leur propre entreprise au niveau de la région. Et c'était un petit peu, disons, ça s'appelait pas incubateur, il n'y avait pas l'esprit d'incubateur qu'on connaît aujourd'hui, ou d'accélérateur ou de start-up. Mais la première vague de ces étudiants-là, c'était des étudiants qui s'appelaient Hewlett, c'était des étudiants qui s'appelaient Packard, donc les deux qui avaient créé HP juste après. Il y avait Varian, donc qui avait créé, je sais pas si tu connais un petit peu l'historique du transistor qui est au cœur de la révolution technologique qu'on a aujourd'hui. Donc Varian, c'était en fait celui qui avait créé ce qu'on appelle le vacuum tube. Le vacuum tube, c'était le prédécesseur du transistor. Donc tous ces gens-là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ils ont pu créer leur entreprise, et il y avait un système de ce qu'on appelait le pay it forward. Par exemple, HP a aidé beaucoup d'autres entreprises à être créées dans la région, et non seulement à leur création mais à leur financement, et j'ai été aidé par une entreprise, je vais être aidé par une autre entreprise. Donc c'était vraiment un cycle en continu. Donc ça a créé un petit peu un cercle vertueux qui a permis à la Silicon Valley d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Donc vraiment, ce système de valeurs est très important, et c'était ça vraiment le socle de la Silicon Valley. Et pour te donner quelques chiffres par rapport à l'université de Stanford, il y avait une étude qui a été faite, je pense il y a 5 ou 6 ans de cela, qui a démontré que depuis les années 40 jusqu'à aujourd'hui, des anciens étudiants de l'université ont créé à peu près 40 000 entreprises qui aujourd'hui génèrent à peu près 3 trilliards de dollars de revenus. 3 trilliards, donc c'est 3 000 milliards de dollars, et qui emploient plus de 6 millions de personnes, et vraiment qui ont une valeur ajoutée très importante. Donc 3 trilliards de dollars, si c'était un pays, ça aurait été la 6e plus grande économie au monde, après les États-Unis, la Chine, le Japon, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Donc pour te dire, pour mettre en perspective un petit peu l'impact. Et pourquoi je dis ça, c'est que parce que en faisant mes études là-bas, je voyais donc cet aspect-là entrepreneurial au niveau de l'université. Que ça soit déjà dans le système éducatif qui ne met pas de barrière entre les disciplines. Étant étudiant en engineering, je pouvais prendre des cours en médecine, ou dans le business, ou là dans tout ce qui était droit, law school. Et je pouvais prendre ces cours-là avec des étudiants de ces spécialités-là. Donc imagine-toi, Hagday, si je prends un cours en médecine avec des étudiants en médecine. Donc le fait que j'interagis avec des étudiants en médecine sur des sujets qui ne sont pas mes spécialités, et vice-versa, ça crée de la richesse. Ça crée de la richesse non seulement académique, mais technique entrepreneuriale. Et quand tu vois même Hagday les centres de recherche, il y en a plusieurs, bon, bien sûr avec plusieurs thèmes, et c'est pluridisciplinaire. Donc tu trouves des profs, bon, je shoot l'anaya pour illustrer, tu peux avoir des profs qui sont en psychologie, avec des profs qui sont en engineering, qui sont des départements des sciences, que ce soit maths, physique, donc de tout. Donc tu trouves ces centres de recherche pluridisciplinaires partout dans le campus. Et tu as bien sûr la partie académique, donc qui gère de la richesse académique, qui te permet de publier, qui te permet d'avoir plusieurs concepts et tout. Mais aussi, il y a l'aspect entrepreneurial. Donc, tu trouves toujours Hagdaya des actions entrepreneuriales qui incitent ces étudiants-là ou là, ces profs-là à créer des entreprises sur la base des recherches qui ont été faites. Donc c'est ça crée une richesse énorme. Et
et comme toute valeur sociale, ben, elle est inculquée d'une manière inconsciente. Donc du coup, quand tu te retrouves dans un environnement pareil, inconsciemment, l'entrepreneuriat commence à être inculqué dans tes habitudes, dans ta façon de penser, et à un certain moment, ça te rattrape. Anna, personnellement, quand j'étais admis à Stanford, j'étais aussi admis au MIT, à d'autres grandes universités américaines comme Cornell, Georgia Tech, University of Michigan et autres. Et la différence, c'est vraiment cet aspect-là. Bon, à part le fait que Stanford, c'est en Californie et il fait très beau, c'est vraiment cet aspect-là qui avait fait la différence, hein, d'un point de vue choix. Et je vois l'impact, en toute honnêteté. Si tu prends le cas à MIT, tu as de très bons diplômés, de très bons ingénieurs, mais le mindset تاعهم est totalement différent. Le mindset تاعهم, c'est plus, je vais avoir mon diplôme et je vais aller travailler chez Google ou Facebook, que de dire, non, je vais finir mes études et je vais créer une entreprise qui va te faire oublier Google ou Facebook. Je dis pas que tu pourras, enfin, tu y arriveras, mais c'est le mindset qui existe. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu es baigné dans ça. Donc ça a été, disons, le premier pas. Bon, Anna, personnellement, j'ai pas pris le chemin de l'entrepreneuriat directement. Je voulais acquérir de l'expérience. Donc, juste après avoir fini mon doctorat, j'ai commencé à travailler avec Intel. Donc le géant de tout ce qui est compute, donc tout ce qui est technologie semi-conductrice, donc tout ce qui est processeur et autres, qui est bien sûr la clé du boom technologique qu'on est en train de vivre aujourd'hui, principalement à cause de l'innovation sur tout ce qui est CPU. Aujourd'hui, il faut savoir que CPU qu'on utilise, c'est principalement les produits t'as Intel, tous les data centers que Amazon, Facebook, Google, Microsoft et autres utilisent, ils sont basés sur des CPU qui viennent de Intel. Et au cœur de cette technologie-là, c'est au niveau d'une CPU, tu as des milliards de transistors qui marchent ensemble. Et aujourd'hui, les transistors, c'est vraiment de la nanotechnologie. Donc, tu as un petit canal qui dépasse pas les quelques nanomètres. Et c'est ça qui permet d'avoir une capacité de calcul non seulement énorme, mais aussi très rapide. Et pas très cher. Donc le coût est réduit d'une manière importante. Donc j'ai travaillé là-bas pendant des années, et ça m'avait permis de grandir, hein, que ça soit d'un point de vue technologique ou aussi managérial. Donc je disais, ouais, je parlais de mon expérience chez Intel. Donc je disais que c'était une expérience enrichissante, pas que d'un point de vue technologique, mais aussi d'un point de vue managérial, et pouvoir avoir avec le mindset qui te permet de prendre en compte la globalité des choses. Donc, et j'ai dit que c'était un point très important d'un point de vue entrepreneuriat. Parce qu'en entrepreneuriat, il faut qu'on ait cette vision globale des choses. On n'a pas besoin de tout connaître, mais on a besoin d'avoir cette vision globale. Donc je suis resté là-bas plusieurs années. J'ai fini par être directeur. Donc j'étais à un certain moment N-2 du CEO de Intel. En pad, je trouvais que c'était le moment d'aller vers sur quelque chose d'autre, de beaucoup plus, disons, ambitieux, motivant et tout.
Pour plusieurs raisons, en toute honnêteté. Il y a dans une grande entreprise, il y a beaucoup d'inertie et donc les choses bougent très lentement. Et puis même d'un point de vue innovation, même s'il y a de l'innovation, donc ça devient de l'innovation incrémentale parce que tu dois gérer tes revenus, tu dois gérer une masse salariale très importante. Et puis tu as tes shareholders, donc les actionnaires de l'entreprise, qui cherchent généralement des profits rapides. Donc c'est pas le même esprit qu'une startup. Donc ça m'avait vraiment poussé à penser à quitter et d'aller vers l'entrepreneuriat. Et ben c'est comme ça que j'ai décidé de créer InSense. C'était vraiment l'expérience la plus enrichissante de ma vie à tous les niveaux. Bon, j'étais le fondateur principal. J'ai eu la chance de créer une équipe, de lever des fonds. On a pu lever des fonds à partir de firmes de capital risque les plus connues et les plus grandes au monde. On a des opérations aux États-Unis, en Chine, au Singapour. Et l'entreprise, dès le début, on était sur une croissance exponentielle. Et peut-être là que je vais dévier aussi, Naya, pour un petit peu définir ce qu'est une start-up, parce que on en parle beaucoup, surtout récemment en Algérie, et il y a beaucoup sincèrement, je pense que tout le monde ne connaît pas le vrai sens d'une start-up. Déjà, la start-up, c'est un concept économique. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est pas moi, c'est pas la Silicon Valley qui l'a inventé, et c'est pas un administrateur qui va inventer ce qu'est une start-up. Une start-up en économie, c'est une entreprise à forte croissance ou croissance exponentielle. Aussi simple que ça. Ça n'a pas besoin d'être une entreprise n'a pas besoin d'être labellisée en startup pour qu'elle soit une startup. ما نروحش هكذايا je vais créer une entreprise وراح نقول l'entreprise تاعي je crois que je vais cocher une startup. Ça n'existe pas. Je vais créer, je sais pas, par exemple, si on est en Algérie, je vais créer une Earl ou une Sarl ou une SPA, et puis c'est tout. Je vais pas dire que je vais créer une startup. Ce qui fera mon Earl, de mon Earl ou là, de mon SPA ou là, de ma Sarl une startup, ça sera ma croissance. Et comme je l'ai dit, ça n'a pas besoin d'être lié à la technologie. L'exemple que je donne toujours à Gdaya pour un petit peu illustrer les choses, c'est que surtout pour les Algériens, parce que c'est un exemple assez concret, c'est que هذوك اللي par exemple اللي يبيعوا الخضرة في les 404 باشي يجي في الحومة يبيعوا. أنا ليا une personne qui arrive à vendre الخضرة في 404 باشي وغدوة il va avoir une deuxième 404 باشي et le troisième jour il aura une troisième et il a un chemin de scalability pour qu'il grandisse d'une manière exponentielle et qu'il augmente ses revenus d'une manière exponentielle, ben ça c'est une start-up. Et pareil, une entreprise, ou là plutôt en contraste, une entreprise qui est purement technologique, qui développe un logiciel technologique, mais qui n'a pas cette croissance exponentielle, n'est pas une start-up. Donc vraiment, le mot-clé à la start-up, c'est la croissance exponentielle. Et on le voit à partir du mot. Donc, tu as la partie start, donc le début, et up. Up, donc c'est la partie exponentielle.
Et même اليوم la traduction qu'on est en train d'utiliser par exemple في الجزائر العربية تاع شركة ناشئة أنا ليا c'est une mauvaise traduction. Je pense que la traduction la plus pertinente c'est شركة سريعة النمو. Plutôt سريعة النمو je dirais. Donc allez, bon, j'ai un petit peu dévié. Pour dire que je trouve il faut bien définir ce qu'est une startup, c'est extrêmement important. Et l'autre point, c'est que pourquoi c'est lié à la technologie en général? Bon, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que l'IOMA, le coût du compute est devenu vraiment pas cher du tout. Et principalement à cause des entreprises qui m'a Intel, ou avec des entreprises qui ont pu créer des services de cloud qui m'a Amazon, Google et Microsoft. Parce que comme je l'ai dit, le coût du transistor est devenu vraiment pas cher du tout à cause de la nanotechnologie. Donc qui a pu créer des CPU non seulement je trouve très performantes mais aussi pas chères du tout. Et puis avec la création de les data centers ça a pu vraiment réduire les coûts. Donc aujourd'hui au lieu d'avoir d'ailleurs mon propre data center ou mes propres serveurs, je peux aller louer un espace à Hadouma et ça me permet de grandir avec. Et puis ils ont développé pas mal d'engins, pas mal d'outils d'ailleurs, je crois qui te permettent de vraiment faciliter les choses. Et ça a commencé d'une manière accidentelle aussi parce que tu avais le modèle Amazon qui créait ses data centers pour ses propres besoins. Mais il s'est retrouvé avec de l'espace qui n'était pas, disons, utilisé à 1000%. Donc ils voulaient maximiser l'utilisation et c'est comme ça qu'ils ont eu l'idée de créer ce qu'on appelle le cloud aujourd'hui. Et ça a vraiment impacté toute l'industrie technologique les 10 dernières années, à dire. C'est énorme comme impact en toute honnêteté. Donc à dire la déviation, je reviens un petit peu à mon parcours. Oui, donc comme je disais, Incense, ça a été vraiment l'expérience la plus importante de ma vie professionnelle, que ça soit d'un point de vue technologique, que ça soit d'un point de vue managérial, que ça soit d'un point de vue même humain, en toute honnêteté, je trouve grandir, parce que dans une entreprise, je trouve que tu réalises ce qui est important, c'est vraiment le côté humain. On cherche la complexité, on se focalise beaucoup sur le côté technologique et tout, mais tu vois que la réussite à une entreprise, à la fin, c'est la culture que tu vas mettre en place. Quelles sont les valeurs que tu vas communiquer? Quelles sont les valeurs, je sais pas que tu communiques, que tu vas vivre et que tu pourras inculquer à tes équipes. Quand je dis valeurs, bon, je parle pas que des valeurs morales, je parle par exemple, l'entrepreneuriat c'est une valeur, la prise de risque c'est une valeur, l'ambition c'est une valeur. Donc Hadomaga c'est des aspects qui sont très importants dans une entreprise et il faut vraiment travailler dessus d'ailleurs pour pouvoir réussir et pour pouvoir créer avec la valeur ajoutée. Ce qui est énorme aussi quand tu crées ta propre entreprise, c'est l'impact. Surtout dans une start-up qui va croître d'une manière assez exponentielle, tu es en train de voir l'impact direct sur tes utilisateurs ou tes consommateurs ou autres. Et le fait que tu aies avec le sentiment de créer une valeur ajoutée, et tu vois derrière que tu es en train de résoudre ou là de satisfaire des besoins d'autres, c'est énorme comme satisfaction. Et le haq, jusqu'à maintenant, c'est quelque chose que je suis accro à ça. Et je pense que je continuerai ma carrière d'entrepreneur jusqu'à
jusqu'à ce que je prenne ma retraite à un certain moment. Donc هذه هي. Quelles sont les compétences اللي لقيت روحك لازم tu les acquérir في الديبي تاعك في ستارت اب وشنو هما les difficultés اللي جاوك؟ Mhm. Bon, il y a plusieurs aspects en fait. Il y a... Chauffe, il y a... Bon, déjà définissons le mot entrepreneur. J'aime bien la définition de Reid Hoffman, le fondateur de LinkedIn. Il dit qu'un entrepreneur, c'est une personne qui va se jeter d'une falaise. Et avant qu'il ne s'écrase, il faut qu'il trouve une solution pour ne pas s'écraser. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que l'entrepreneur ماشي يزيد يعرف كلش. C'est en prenant ce risque-là d'être entrepreneur, on va être en face de plusieurs problématiques. Les problématiques peuvent être administratives, technologiques, business, you name it. Et le fait d'avoir avec le dos au mur, tu n'as pas le choix. Tu dois trouver des solutions d'une manière ou une autre, sinon tu vas t'écraser. Et ça a beaucoup de sens. Donc c'est ça l'entrepreneuriat, c'est que tous les jours tu trouveras des problèmes. Et ce qui sera important, c'est d'avoir avec le mindset de toujours trouver des solutions pour ces problèmes-là. Ou qui me rappelle que les problèmes à demain peuvent être dans n'importe quel domaine. Et je dirais que le seul truc Hagdaya, je crois, qui m'avait vraiment servi et qui m'avait permis Hagdaya disons de faire grandir l'entreprise, d'avancer et tout, c'était la vision globale des choses que j'avais acquérie principalement à travers mon expérience chez Intel. Win, tout en étant ingénieur de formation, tout en étant technologiste beaucoup plus qu'autre chose. J'avais avec la vision globale, tout ce qui était business, tout ce qui était gérer la ressource humaine, de toujours essayer de trouver une solution. Au lieu de se dire je crois que c'est le fait accompli et ما راح نقدر ندير والو. Donc il faut avoir كيما قلت لك هذاك le mindset تاع il y a toujours une solution à tout. Donc soit ما باليش انا tu as une barrière ولا زعما حيط ما تقولش هذا حيط باش نقدر je vais pas le dépasser. هذاك اذا حيط نقدر نطلع فوقه نقدر نكسره نقدر tu vois ce que je veux dire. Donc Hadi, c'est ça vraiment l'aspect le plus important. Et c'est ça l'aspect en fait qui manque à beaucoup d'entrepreneurs, surtout par exemple en Algérie. Donc, comment vous pouvez nous décrire la première expérience تاعك InSense votre première expérience c'est quoi votre ressentiment par rapport à l'IA? Comment vous pouvez décrire la première expérience, c'est-à-dire votre première expérience en entrepreneuriat, comment vous êtes comment vous êtes sorti de cette expérience? كيما قلت لك من قبيله j'en suis sorti vraiment grandi à tous les niveaux. Grandi et tannique beaucoup plus humble tannique. Ça te permet de vraiment de comprendre pas mal de choses, d'apprendre pas mal de choses. Donc oui, et puis tani vraiment l'un des aspects tani اللي تعلمته dans l'entrepreneuriat, c'est واش كنا نهضر من قبيله على comment la Silicon Valley a été créée. Bon, j'ai parlé de Stanford et comment, avec le premier noyau, tu as les entrepreneurs, les kharj la région, à travers l'université, les قدر يعاون les autres هكذاك اللي جاو من بعد. Et je l'ai vécu personnellement. Au début de mon parcours entrepreneurial, il y avait une personne qui m'avait beaucoup aidé.
Et cette personne-là, en fait, ne cherchait rien en retour. Donc parce que je crois ce qui s'est passé, en fait, c'était une personne que j'avais connue accidentellement dans un événement. Et bon, on avait discuté, on avait parlé un petit peu de ce que je faisais et tout. Et depuis ce jour-là, ce type-là, n'arrêtait pas de m'aider. Il m'avait aidé sur plusieurs plans. Il m'avait, wahdoua, sans exagérer, il m'avait présenté à plus de 20 firmes de capital risque هكذايا pour lever des fonds. Il m'appelait tout le temps, des fois il m'appelait même tard le soir, 11 heures du soir, minuit, هكذا, pour savoir هكذايا le progrès de l'entreprise, que ça soit technique ou la levée de fonds ou autre. Et à un certain moment, bon, كانت مازالت عندي العقلية تاع les Algériens. قلت هذا impossible إذا راه يدير كاع هادية c'est que راه يحوس على حاجة. Et en fait, bon, on est devenus très amis, hein, الحق. Jusqu'à maintenant, on est de très bons amis. فسقسيته مرة هكذا، قلت له sincèrement، قلت له علاش راك دير هكذا؟ قلت له واش راك تما pourquoi tu le fais? Parce que vraiment, ça prenait beaucoup de son temps تاني. Sa réponse était simple. Sa réponse était que un jour, هو il était dans la même position et il y avait une personne qui l'avait aidé. Et ou là des personnes qui l'avaient aidé, et sans contrepartie bien sûr. Et c'est ça qui lui avait permis de réussir. Pour lui, c'était du paid forward كيما قلت لكم قبيلات. دونك عاونوه، الغدوة راح يعاونوا خد اخرين، هذوك الاخرين راح يعاونوا خد اخرين. Et c'est ça la Silicon Valley en fait. Les gens ne réalisent pas. الناس يحسبوا بلي la Silicon Valley c'est l'intelligence, c'est l'argent. En fait, l'intelligence et l'argent, c'est كيش يقولوا en anglais, it's a byproduct. T'as les valeurs هذوما تاع l'entraide, t'as le paid forward et tout. Et c'est un point extrêmement important. أنا اليوم aujourd'hui, je le fais aussi. Et je sais que en aidant aujourd'hui des personnes à réussir, ça va contribuer à ma réussite aussi. تسمى اليوم إذا راح نعاونك par exemple آمن في un projet تاعك، sincèrement, je chercherai aucune contrepartie, mais je saurai que en t'aidant, ça va impacter aussi ma réussite. Et c'est ce qui est énorme, parce que voilà, quand tu réussiras, tu vas contribuer à l'écosystème. Et moi, je fais partie de cet écosystème-là. Donc, d'une manière indirecte ou la directe, j'en bénéficierai. Donc هذه هي. Il faut qu'on réalise un petit peu هذوما les choses. Et c'est des trucs simples الحق qui coûtent pas d'argent, c'est juste un mindset. Le podcast d'aujourd'hui a été très intéressant, enrichissant et long. Et pour pouvoir donner une meilleure écoute, on a décidé de le couper en 2 parties. Et ce dernier point clôture la première partie. Vous trouverez la prochaine partie dans le prochain épisode.